Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage en mobilité, émission enregistrée au cœur du Mondial de la mobilité à Paris. Pendant 30 minutes avec mes invités, nous allons discuter des transports de demain, du futur de nos déplacements. Aujourd'hui, je reçois le cabinet d'audit et de conseil PwC. Avec PwC, nous allons parler du marché automobile, des tendances, des changements qui nous attendent en matière de mobilité, des impacts que cela va avoir sur nos habitudes et surtout du temps que ça va prendre ces changements pour s'installer. Avec moi, autour de la table pour en parler, François Jomain, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du secteur automobile chez PwC et Charles de la Tour d'Auvergne, bonjour. Bonjour. Et vous êtes responsable du sujet des nouvelles mobilités chez PwC. Bienvenue, messieurs, parmi nous. Merci. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Concernant le marché de l'automobile, nous parlons beaucoup ici des profondes transformations qui vont l'affecter dans les années à venir, ce marché. On peut l'observer d'ailleurs tous les jours sur ce mondial de la mobilité. Comment va-t-il aujourd'hui, ce marché ? Pas trop mal, merci pour lui. Oui, c'est une question qui paraît anodine, mais en fait qui l'est pas complètement, parce que contrairement à ce qu'on entend beaucoup, avec un certain nombre de doutes qui sont émis sur l'industrie en elle-même, son présent mais également son futur, c'est une industrie qui se porte bien. Si on prend quelques chiffres, et on aime bien les chiffres chez PwC, la production automobile en 2017, l'année dernière, c'était 94 millions de véhicules dans le monde. En 1990, c'était 45 millions, donc c'était plus de 2 fois moins. Et en 2000, on était à 56 millions. Donc vous voyez, la croissance a été absolument considérable ces dernières années. Et donc nos projections sur les 5 prochaines années, donc d'ici 2024, nous amènent à 114 millions de véhicules qui seront produits en 2024. Donc vous voyez une croissance qui reste extrêmement soutenue. Et dans une des dernières études de marché que vous avez réalisées chez PwC, vous dites que la production d'automobiles va donc encore grimper, mais ce sont surtout les marchés émergents qui vont s'imposer. Et par marchés émergents, j'entends surtout l'Asie. Vous prévoyez que le parc chinois bondisse de près de 50% pour atteindre 280 millions de véhicules en 2030. Comment c'est possible ? Bah oui, 2017, 94 millions de véhicules produits. 2024, 114 millions de véhicules produits, donc une progression de 20 millions de véhicules en 7 ans. Pensez que plus de 85% de cette progression, donc plus de 85% de ces 20 millions de croissance seront portés par les pays émergents et à hauteur de 2/3 par l'Asie émergente et notamment par la Chine. Donc on voit bien que ça reste le moteur de l'industrie mondiale. Largement, donc ça fait effectivement, la Chine c'est un sujet dont on parle beaucoup dans notre dernière étude, d'autant plus que les autres grands marchés mondiaux sont des marchés qui sont largement matures. Les États-Unis est un marché qui a beaucoup cru ces dernières années et qui a largement retrouvé ses niveaux d'avant-crise. Qui montre d'ailleurs un certain nombre de signes de surchauffe actuellement, avec des niveaux de stock qui commencent à être élevés, des niveaux de primes commerciales également qui sont extrêmement élevés aux États-Unis pour écouler les véhicules. Puis c'est un marché qui est mature finalement, donc qui ne croîtra plus beaucoup. Et puis vous allez me dire l'Europe. Donc l'Europe, 2017, l'Europe c'était 19 millions de véhicules produits. On a été, l'année dernière, en 2017, seulement revenu au niveau de production d'avant-crise. Donc en 2017, avec 19 millions de véhicules produits, on était au niveau de la production de 2007. L'Europe est un marché également qui est mature, qui sort de 5 années de croissance successive de marché. On n'avait jamais connu un cycle aussi long, 5 années de croissance successive, qui devrait continuer à croître cette année, mais une croissance, on le voit bien, qui est en train de ralentir. On prévoit d'ailleurs que le marché soit plutôt stagnant à partir de 2019. Alors vous disiez au début de cette émission que le marché va bien, mais alors s'il va bien, pourquoi est-ce qu'il faut tout changer ? Moi, c'est ma question. C'est une bonne question. Alors, je pense que... il ne faut pas forcément tout changer, mais effectivement, il y a pas mal de choses qui font changer. D'ailleurs, ça n'est pas nécessairement la décision des acteurs automobiles. Aujourd'hui, les constructeurs, les équipementiers ne souhaitent pas nécessairement tout changer. En fait, ils regardent juste autour d'eux ce qui est en train de se passer.
Si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde les grandes tendances qui impactent toutes les industries, mais singulièrement l'industrie automobile, la première tendance, c'est l'urbanisation. 2017, 54% de la population mondiale vit en ville. En 2030, c'est 60%. Et 2050, c'est 70%. On dit 70%, vous voyez. Donc, à horizon 2030-2050, la population urbaine va exploser, ce qui va évidemment poser un certain nombre de problèmes sur les mobilités urbaines, on va y revenir, mais également les réglementations, notamment les réglementations liées à la pollution, sont en train sont là. En Europe, c'est les 95 grammes de CO2, c'est 2020 et 2021, donc on y est. Hein. Et puis, finalement, l'autre changement, c'est un changement qui est lié aux consommateurs. Quand on pose la question aux consommateurs, ce dont ils ont envie, ils ont moins envie d'acheter un produit, ils préfèrent l'utiliser. Ça va bien au-delà de l'automobile. On est quand même, depuis un certain nombre d'années, et ça ne va pas s'arrêter, on est passé à une économie d'usage, tout simplement. Et ça va également impacter de plein fouet l'industrie automobile. Et évidemment, tout cela s'accompagne de transformations technologiques, électriques, autonomes, dont on pourra reparler, mais qui également sont structurantes pour le marché de l'automobile. Alors vous parliez du consommateur, mais que veut-il ce consommateur aujourd'hui? Alors le consommateur, alors on va parler principalement en ville parce que c'est un phénomène qui se voit en ville, en tout cas dans un premier temps. Il veut plus de facilité, moins de contraintes au quotidien et toujours plus de services. Alors on va le détailler bien sûr plus tard dans les différents points de l'étude qu'on est venu vous présenter. Mais en introduction, c'est toujours plus de services. Merci. Le consommateur veut toujours plus de services toujours aujourd'hui. Plus de services. Dans la mobilité. Voilà, dans la mobilité, exactement. Et comment ça va se répercuter sur nos routes, ça? Alors, en termes de kilomètres parcourus, parce qu'on raisonne maintenant donc en kilomètres parcourus, si on parle de véhicules comme un objet qu'on utilise et non plus qu'on possède, on pense que d'ici 2030, on va avoir une augmentation de l'ordre de 25% du nombre de kilomètres parcourus. Bien sûr, ça reste aussi un phénomène majoritairement dans les villes, mais plus de mobilité à travers une explosion de la mobilité en termes de kilomètres, et ça se traduit dans tous les pays. Ce n'est pas uniquement européen ou États-Unis, Chine. Et vous voyez, d'ailleurs, ça rejoint la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a une demande qui va être croissante pour la mobilité automobile. C'est-à-dire, je pense qu'il faudra raisonner en pensant à l'automobile comme l'un des moyens de mobilité, notamment en ville, au milieu de beaucoup d'autres moyens de mobilité, notamment les transports en commun. Mais l'automobile a clairement un avenir devant lui qui se traduit dans les chiffres que Charles venait de donner. Alors vous avez parlé d'une étude que PwC a réalisée. Cette étude, elle s'appelle EASY. Elle est composée de 5 lettres, donc pour électrique, autonome, partagé, connecté et mise à jour annuellement. C'est un peu la traduction que j'ai pu faire. De case en fait, qui est celui plus répandu. C'est ça. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces 5 lettres mises ensemble? Alors le E, ça veut dire électrique. Le A, ça veut dire autonome. Le C, c'est connecté. Le S, ça veut dire c'est shared, donc mobilité partagée, et le Y, effectivement, c'est la notion d'électronique embarquée. Mais pourquoi sont-elles mises ensemble? En fait, je pense qu'elles sont mises ensemble parce qu'elles traduisent à la fois l'évolution des demandes des consommateurs, c'est-à-dire comment demain le consommateur, l'automobiliste veut consommer de la mobilité, mais également ça traduit des évolutions technologiques qui sont extrêmement importantes. On peut commencer par le véhicule électrique. Voilà, le E, si on commence par la première lettre. Donc, que veut dire le E? Ça veut dire électrique. Alors, je pense que quand on se promène un peu dans les allées du salon, notamment dans le hall 1, on n'a aucun doute sur le fait que l'électrique, c'est pour aujourd'hui. On parlait pendant longtemps, on a évoqué un futur de l'électrique imminent. Ça a été plus long, plus lent, j'allais dire plus progressif que prévu à décoller. Ça y est,
les motorisations qu'on peut appeler alternatives aux moteurs à combustion, donc les motorisations électriques et les motorisations hybrides ont vraiment décollé. Pensez que cette année, quand on raisonne au niveau global, au niveau mondial, c'est quasiment 7% des véhicules qui seront produits dans le monde qui fonctionnent avec des motorisations alternatives. On va me dire c'est peut-être que 7%. Oui, mais la pente et la progression, elle est extrêmement rapide. Ça, ce sont des chiffres pour 2018. 2024, dans le monde, ce sera un véhicule sur 5 qui fonctionnera avec une motorisation alternative, soit hybride, soit électrique. On est au niveau mondial, mais l'Union européenne, qui en plus a ses réglementations de CO2, c'est 95 grammes de CO2 2020 puis 2021, va connaître une électrification massive qui d'ailleurs doit prendre le relais du diesel qui est en train de décliner. En 2024, plus d'un véhicule sur 3 produit au sein de l'Union européenne sera hybride ou électrique. Donc le futur électrique, ça, c'est le futur c'est pratiquement plus le futur, c'est aujourd'hui. Tous les constructeurs qui sont présents au salon ont fait des annonces qui sont convergentes. Les gammes vont être électrifiées et l'électrification va être massifiée et généralisée. Et vous dites aussi qu'en 2030, 55% des véhicules, des voitures, pourraient être électriques. Oui, je pense que là, il faut bien comprendre qu'une des raisons pour lesquelles le véhicule électrique ne décollait pas était notamment le coût du véhicule. Les coûts du véhicule, les problématiques de recharge, je pense qu'on pourra y revenir. Également le prix de la batterie. Oui, avec le prix de la batterie, finalement. Oui, en fait, il y en a un certain nombre de contraintes qui sont l'investissement des États dans les infrastructures de recharge, évidemment le prix de la batterie lui-même, les composantes de la batterie, et la batterie est pour partie faite de cobalt. Le cobalt se trouve en grande majorité extrait dans une région du monde. Et aussi, peut-être un autre aspect qui est plus difficile à mesurer, qui est la perception du véhicule électrique. On demande à un usager aujourd'hui qu'est-ce qu'il pense d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. Il le voit comme un élément cher et pas forcément quelque chose de pratique, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut le recharger. Une recharge, après tout, même avec des systèmes rapides, prend tout de même 25-30 minutes. C'est pas dans les habitudes du consommateur d'attendre 25-30 minutes pour avoir un véhicule chargé. Et qu'est-ce qu'on fait de nos autres véhicules, les véhicules diesel, essence ? Alors, je pense que effectivement, c'est un peu abrupt comme question. Non, c'est pas abrupt. Finalement, c'est naturellement lié à l'offre des constructeurs. En fait, les constructeurs se rendent compte, si on prend l'exemple du diesel et singulièrement du diesel au sein de l'Union européenne, que la décroissance du diesel, elle est encore beaucoup plus rapide que ce qui était prévu. Le diesel, ça représentait 46% des ventes l'année dernière, en 2017, au sein de l'Union européenne. Pensez qu'en France, au mois de juin, seulement 31% des véhicules qui étaient vendus étaient des véhicules diesel. Donc en fait, la baisse du diesel est beaucoup plus rapide que prévu. Moins d'un quart des véhicules vendus en 2024 seront des véhicules diesel. Donc les constructeurs sont contraints de faire évoluer leurs offres, les faire évoluer extrêmement rapidement. On a eu des annonces cette semaine. Certains constructeurs, maintenant il y a plusieurs constructeurs qui ont déjà annoncé dans un futur extrêmement proche la fin de l'offre diesel. L'essence, effectivement, ça va être plus progressif parce que on ne peut pas parler à court moyen terme de disparition de l'essence. En revanche, du diesel, si. L'autre critère, en fait, qu'on n'a pas évoqué, c'est également ce que va faire le législateur. Dès lors, le législateur a mis en place des normes environnementales. On a parlé de la réglementation de l'Union européenne en matière d'émissions de CO2. Cette année, en France, le gouvernement a ouvert la porte par la loi à ce que les villes puissent elles-mêmes décider du type de véhicule qui peut ou ne peut pas rentrer dans leur agglomération, dans leur centre-ville. Dès lors que des villes de taille de grandes villes ou moyennes villes vont prendre des décisions de rupture qui consisteront
à fermer leurs portes à des véhicules qui ne sont pas des véhicules électriques ou des véhicules hybrides, le changement va être encore beaucoup plus rapide que ça. Alors, conséquence directe de ce déploiement des véhicules électriques, mais aussi de la fin progressive de la voiture individuelle, vous dites dans votre étude, toujours la même, l'étude EASY, qu'en 2030, 1 km sur 3 sera partagé. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Non, vas-y Charles. Charles de la Tour d'Aubaine. Alors 1 km sur 3, en fait, on part du principe que toujours dans un phénomène urbain, les véhicules seront de plus en plus partagés, opérés par des services de mobilité. Et si on le corrèle aux besoins de mobilité dont on parlait en amont, c'est-à-dire plus 25% de mobilité, de kilomètres parcourus d'ici 2030, on part du principe que voilà, 1 km sur 3 sera partagé et un tiers des véhicules qui seront en vente en 2030 seront destinés à l'autopartage. Mais ça va créer quoi sur le parc, ce partage de véhicules ? Alors, d'un point de vue constructeur, ça va être, on peut l'imaginer comme étant un phénomène anxiogène pour un constructeur, parce que plus de véhicules partagés veut dire moins de véhicules individuels vendus. En revanche, on note que oui, certes, il y a une réduction du parc automobile, du parc lui-même, mais d'un autre côté, une augmentation des ventes, parce qu'en fait, on considère qu'un véhicule a une durée de vie de 14 ans. Un véhicule utilisé de la manière dont tu utilises aujourd'hui. Un véhicule partagé, c'est un véhicule qui fait à peu près 100 000 km par an. En 3 ans, le véhicule a atteint sa fin de durée de vie, ce qui fait que mécaniquement, ça a un impact sur le taux de rotation du parc. Donc, pas une si mauvaise nouvelle pour les constructeurs automobiles. Il faut quand même imaginer ce que veut dire 1 km sur 3 partagé à l'horizon 2030. Si on ramène ça à la situation actuelle, aujourd'hui en France, on parle d'à peu près 1% des déplacements seulement, 1% des kilomètres qui sont partagés. Et quand on parle de partage, on parle à la fois de covoiturage et type Blablacar et de dispositifs d'autopartage comme on en connaît dans certaines villes. Qui sont des 1% qui aujourd'hui sont des systèmes et des entreprises ou des systèmes qui sont généralement non bénéficiaires. Alors Blablacar a annoncé arriver dans le vert, mais c'est récent, et qui sont souvent largement subventionnés. Donc petit à petit, ce sont des entreprises, une économie qui va trouver sa voie, qui va devenir rentable, et on pense que le décollage va être exponentiel, on pourrait dire, avant tout dans les villes évidemment. Alors on continue de découvrir votre étude EASY. Vous dites également qu'en 2030, 40% des kilomètres parcourus pourraient être réalisés à bord de véhicules autonomes. Du coup, la voiture sera électrique, partagée, autonome. Ça fait beaucoup. Oui, alors autonome, on n'entend pas forcément le niveau d'autonomie numéro 5. Oui. On part du principe que c'est quoi le niveau d'autonomie numéro 5 ? C'est vraiment l'autonomie totale sans intervention humaine, c'est ça ? Voilà, c'est un robotaxi en fait. C'est un véhicule qui va d'un point A à un point B et qui peut revenir seul à son point de départ. Et alors ça, du coup, qu'est-ce que ça va changer ? Alors, il faut voir la manière dont il va progresser, parce que on voit qu'il y a quand même pas mal de contraintes dans le déploiement des véhicules autonomes. À chaque mois, on entend des nouvelles plus ou moins bonnes. En général, alors on dramatise beaucoup les nouvelles qui existent, mais c'est un peu la phase d'apprentissage aussi du véhicule autonome. Ce qu'on observe, en tout cas dans un premier temps, c'est que le véhicule autonome tel qu'on pas forcément le niveau 5, mais le niveau 2, 3, va se développer principalement sur des axes où il n'y a pas de croisement, donc autoroutes, périphériques, ou alors des zones dans les villes qui seront délimitées, équipées aussi, puisque les voitures autonomes sont des voitures communicantes, et avec une émergence des véhicules niveau 5, donc des robotaxis vers 2025, mais pas forcément un déploiement massif. On pense que ce sera de l'ordre d'expérimentation poussée dans des endroits qui seront délimités, pas forcément accessibles aux autres véhicules qui ne sont pas communicants. Alors moi, ce que j'aimerais vous demander, après tous ces changements qu'on vient de détailler un petit peu, c'est en combien de temps tout cela va vraiment s'opérer ? Combien de temps ça va prendre pour tout ça ? Je pense. Alors,
Je vais démarrer sur l'électrique. Peut-être tu pourras commenter sur le véhicule autonome. L'électrique, on en a déjà François un petit peu Jobin. parlé. En fait, l'électrique, ça sera extrêmement rapide. L'électrique, ça a déjà commencé. Ouais. L'électrique, c'est déjà sur nos routes. C'est une technologie qui, encore une fois, est en train d'être massifiée, généralisée dans les gammes. Pensez qu'au sein de l'Union européenne, les objectifs d'émissions, je répète, de CO2 2020 puis 2021 seront de 95 grammes de CO2 par kilomètre. On en est loin aujourd'hui. Le principal outil dans la boîte à outils des constructeurs aujourd'hui pour faire baisser les émissions moyennes, c'était le diesel. Donc le diesel est en train de décroître beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Donc l'essor du véhicule électrique est inéluctable. Il est inéluctable compte tenu de ces raisons-là, mais également parce que de toute façon, ce sont les véhicules qui vont être à vendre. Petit à petit, les constructeurs vont proposer tous leurs véhicules en électrique. Donc, je pense que, encore une fois, ayez en tête que au sein de l'Union européenne, alors selon les constructeurs, certains vont directement à l'électrique, d'autres passent par l'hybridation. Ce sont des paris. Si l'on cumule les deux, hybridation et véhicule électrique, un véhicule sur 3 vendu en 2024, très rapidement, et ça sera avant 2025, le coût d'utilisation d'un véhicule électrique va devenir moins cher d'utilisation qu'un véhicule thermique classique. Étant donné que ça constitue aujourd'hui la principale barrière à l'achat des consommateurs, ce sont des ventes qui vont s'envoler. Et en 2030, on pense que ce sera la grande majorité des véhicules qui seront vendus, qui seront hybrides ou électriques, mais surtout majoritairement électriques. Juste en complément, il faut savoir que la moyenne d'émissions de CO2 aujourd'hui, c'est 118 grammes. Il faut que ce 118 grammes atteigne 95 grammes en 4 ans, 3-4 ans. Donc ça fait de la marge pour les véhicules électriques. Oui, j'allais dire, le gramme marginal, si on peut s'exprimer ainsi, pour gagner un gramme marginal avec les technologies actuelles de moteur thermique, c'est extrêmement compliqué. Donc finalement, la seule solution qui existe aujourd'hui pour les constructeurs, c'est l'électrification. Et la stratégie, du coup, qu'ils vont employer, ces constructeurs, sur le long terme, comment on pourrait la résumer ? Si on peut la résumer. Alors, peut-être avant, peut-être dire un mot, peut-être quand même sur le véhicule autonome et la rapidité. Je pense que là, le calendrier, lui, il est encore un petit peu différent. Hein. Ce que tu disais, c'est qu'on n'imagine pas sérieusement des véhicules complètement autonomes, encore une fois, ne nécessitant pas l'intervention humaine dans nos villes avant une dizaine d'années. À peu près une dizaine d'années, on peut considérer. Oui, en fait, il y a des contraintes évidemment réglementaires. Il faut qu'à un moment ou à un autre, les pays se mettent d'accord pour réécrire la Convention de Vienne qui détermine la responsabilité d'un véhicule motorisé au conducteur. Tant que cette étape n'est pas passée, on ne peut pas généraliser le déploiement des véhicules autonomes, et ça passe par évidemment l'amélioration des algorithmes, un ensemble de décisions éthiques. Par exemple, c'est un débat qu'on entend souvent, mais qu'est-ce qui se passe si une voiture doit soit éviter une personne qui traverse la rue, soit sauver les personnes qui sont à bord. Ça, aujourd'hui, c'est pas encore déterminé. Il y a des axes, mais par exemple, certains constructeurs allemands disent je favorise la personne qui est dans la voiture. Mais est-ce que ça va être accepté ? Et donc, du coup, comment les constructeurs travaillent aujourd'hui pour élaborer ces stratégies ? J'imagine que c'est un travail de tous les jours, de tous les instants. Il y a plusieurs axes. On voit un certain nombre de constructeurs, alors allemands, Daimler, Renault, PSA, qui se lancent, les Américains également aussi, qui se lancent dans des services d'opérateurs de flotte, parce que ça leur permet évidemment de faire la transition vers les véhicules autonomes sur déjà l'apprentissage de l'opération d'une flotte, mieux comprendre en fait les usages des véhicules, devenir prescripteurs en fait, parce qu'ils vont avoir le retour direct sur quel est le besoin d'un véhicule en termes de spécification d'un véhicule autonome. Donc et pour eux évidemment ça génère aussi une nouvelle source de revenus, le bénéficier de ce 1 km sur 3 partagé et 25% de mobilité en plus. Donc principalement développer des services d'autopartage, investir dans l'électrique à travers les motorisations, les batteries. Oui, les investissements sont, si on reparle un petit peu chiffres, en fait les investissements en ce moment des constructeurs automobiles sont
littéralement énorme, hein, avec une inflation des investissements. Si vous regardez les montants qui ont été investis entre les unités de production, la recherche et développement et même les acquisitions d'autres entreprises par les 10 premiers constructeurs mondiaux, c'était 195 milliards de dollars en 2016. On parlait de l'ordre de 130 milliards de dollars 10 années avant. Donc vous voyez la pente qui est exponentielle. Et ayez en tête que ces investissements vont avant tout dans les nouvelles motorisations, notamment l'électrification, et également les nouvelles technologies, véhicules autonomes, véhicules connectés. Ce sont aujourd'hui des montants colossaux qui sont engloutis dans la recherche et développement sur ces technologies. Donc très clairement, les constructeurs ont pris acte de tous ces changements et investissent massivement dans ces technologies. Alors on parle beaucoup des constructeurs depuis le début de cette émission, on parle aussi beaucoup des consommateurs et des utilisateurs, mais qui sont les autres acteurs qui peuvent participer à ces changements? On l'a un tout petit peu abordé tout à l'heure, mais le rôle des collectivités par exemple ou des pouvoirs publics là-dedans? Oui, François faisait référence aux villes tout à l'heure. Les villes ont eu le pouvoir cette année par les législateurs de pouvoir interdire l'accès aux villes à certaines motorisations. Donc eux seront clairement un vecteur de changement. Après, il y a les États, évidemment, en termes d'investissement dans les infrastructures de recharge. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 80% des recharges qui sont faites à la maison ou en entreprise. Donc ça, c'est le marché naissant. On considère que si le marché électrique se développe, le prix des voitures baisse, l'accès aux voitures électriques va se déployer aussi pour les classes moyennes. Ces classes moyennes qui n'ont pas forcément de place de parking pour pouvoir charger leur voiture. Et à ce moment-là, on attend une incitation forte des États sur le déploiement d'une infrastructure de bornes publiques pour pouvoir répondre à ces utilisateurs. Donc aujourd'hui, 80% on appelle en home charging. On considère qu'en 2030, on sera à peu près plus qu'à, en Europe en tout cas, à 45-50%. Home charging, vous dites, ça veut dire Donc c'est recharge à la maison ou dans le parking de l'entreprise. Très bien. Donc on a un rôle quand même très important de la politique dans ce sujet-là des nouvelles mobilités. Tout à fait. Ouais, et le politique doit trouver un équilibre, si vous voulez, parce que en même temps, le politique, via l'Union européenne et les réglementations, impose des changements qui sont extrêmement rapides, mais ce sont également des changements que le politique doit accompagner à travers des politiques d'incitation, des politiques de transformation des villes, on le disait, et puis également veiller à ce que les évolutions qui sont mises en œuvre soient compatibles avec le rythme que peut supporter l'industrie automobile. On entend des voix s'élever sur les objectifs d'émissions de CO2 au sein de l'Union européenne, avec certains pays, certains acteurs qui expliquent qu'on va clairement vers l'électrification, mais il faut donner aux acteurs européens, à la filière électrique européenne, de se constituer pour que cette accélération vers l'électrique ne s'accompagne pas par des importations massives, ou plutôt par le développement de champions qui ne seraient pas des champions européens. Donc, si vous voulez, il y a effectivement le bâton, le bâton et l'accompagnement, la carotte, j'allais dire, qui doivent être maniés en même temps. Oui, juste à ce sujet, il faut savoir aujourd'hui, les grands producteurs de batteries, ils sont soit coréens, japonais ou chinois. C'est eux qui produisent, américains, on parle de Tesla évidemment, c'est eux qui produisent la grande majorité des batteries. Ils ont prévu d'ouvrir à horizon 2020 7 gigafactories en Europe, mais ça reste, si on regarde d'un point de vue européen, ça reste des acteurs étrangers. On entend des chiffres, François l'évoquait, de l'ordre d'un impact de 60 sur la filière électrique en Allemagne. Enfin, la filière électrique a un impact de 60 000 personnes en termes d'emploi par rapport à la filière thermique. Il faut pouvoir permettre aux Européens aussi de monter en compétence sur la fabrication de batteries. C'est extrêmement important parce qu'il faut comprendre aussi ce que veut dire le véhicule électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grosse partie de la valeur ajoutée d'un véhicule qui est entre les mains du constructeur, c'est notamment le moteur thermique. Demain, avec l'électrique, une grosse partie de cette valeur sera transférée vers les équipementiers et singulièrement vers les producteurs de batteries. Et donc, ça veut dire une partie de la valeur de la chaîne automobile
qui potentiellement pourraient sortir des mains des constructeurs européens. Eh bien, l'appel est lancé et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à François Jomain, responsable du secteur automobile chez PwC. Et merci aussi Charles de la Tour d'Auvergne, responsable des nouvelles mobilités chez PwC également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs, dans ce voyage en mobilité. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage ou de nouvelles questions de mobilité. Je rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site mondial-paris.audio, sur iTunes, SoundCloud et toutes vos applications de podcast préférées. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, évidemment. Et on se retrouve très vite pour un prochain voyage.